C'est parti, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez été invité soit par moi, soit par les personnes du réseau aujourd'hui pour découvrir un projet absolument extraordinaire qui m'encourage, qui m'enthousiasme énormément. Moi, ça fait 1 an et demi que j'en fais partie et plus je découvre comment le projet est structuré, quel est l'impact qu'il va avoir dans le monde, plus je suis motivé et j'ai envie d'en parler. Donc aujourd'hui, mon intention, c'est de vous présenter les tenants et les aboutissants de cette initiative, quel est vraiment l'impact dans le monde, quel peut être l'impact pour vous, et comment on peut vraiment tous ensemble co-créer une solution au plastique. Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, le titre en quelques mots, c'est La solution à la pollution plastique, avec dans deux entreprises avec lesquelles on est partenaire, Amplivo et Corsair, qu'on va donc découvrir aujourd'hui. Donc le contexte mondial dans lequel on se place pour cette opportunité, pour ce projet, c'est le désastre écologique de la pollution plastique. Ces images, vous les connaissez parce qu'aujourd'hui, elles sont partout dans la presse, dans les documentaires, sur les réseaux sociaux. C'est une décharge et il y en a comme ça partout dans le monde. J'en ai visité moi-même plusieurs et ça représente comme un désert en fait de montagnes de plastique. Et on n'a en fait aujourd'hui pas conscience de l'ampleur de la pollution plastique, mais on va voir ensemble aujourd'hui quelques chiffres pour en avoir une idée. Vous êtes allé en vacances, ou moi j'habite à Bali par exemple. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. On ne voyait pas des plages comme ça. Aujourd'hui, il y a certains pays où ils doivent nettoyer tous les jours parce que la mer rejette tellement de déchets plastiques qui mettent parfois 500 ans à se dégrader qu'on peut constater dans les endroits paradisiaques l'étendue des dégâts. Et ça empiète bien sûr sur le territoire des animaux avec lesquels on partage cette planète parce que c'est leur lieu de vie principal. Alors en parlant de l'écosystème naturel, vous avez entendu parler du continent de plastique. En fait, en vérité, il y en a 9. Ce sont des îles en fait de plastique qui sont créées par les courants des océans. Et le plus grand, il fait la taille de la France, l'Espagne, l'Allemagne. Il fait 3 fois la France en fait. Alors, il y a quelques années, c'était quelque chose qu'on essayait de cacher. Aujourd'hui, on est tous au courant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il faut savoir que la pollution en mer, au rythme de la pollution actuelle, quand on arrivera en 2050, il y aura en fait plus de plastique que de poissons dans les océans, en masse. Ça a été trouvé par la fondation Ellen MacArthur qui travaille beaucoup sur le sujet du plastique. La petite image, en 2014, il y avait un plastique pour 5 poissons. Et en 2050, ça sera un plastique pour un poisson en masse. Donc c'est assez alarmant. Et c'est pas alarmant que par des données macro, c'est-à-dire des bouts de plastique qu'on voit. Vous avez aussi dû en entendre parler un peu plus ces dernières années. C'est les microplastiques et les nanoplastiques, qui sont des particules qui se décomposent avec l'exposition aux UV dans la mer et qui ensuite pénètrent à l'intérieur des poissons, à l'intérieur des bouteilles en plastique et même dans l'air. Et aujourd'hui, ça va vous choquer parce que je sais que vous n'êtes pas au courant, on mange une carte de crédit, l'équivalent d'une carte de crédit plastique par semaine. Oui, par semaine. C'est, c'est autant de nanoplastiques et de microplastiques qu'il y a autour de nous dans notre environnement. Eau du robinet, eau en bouteille, c'est pareil, c'est plein de microplastiques. Et c'est une manière, en fait, pour la nature de nous montrer à quel point, en fait, on est allé trop loin dans cette histoire et que ça nous revient, en fait, de tous les côtés. Alors, si on regarde un petit peu plus des chiffres, c'est bien les images. Ça marque et ça nous connecte au sujet. Si on regarde la production de plastique depuis, on va dire, 1950, quand ça a commencé à être significatif, on voit une courbe exponentielle. Et on voit que chaque année, en fait, on produit plus de plastique que l'année d'avant. Et ce qu'on ne voit pas sur la courbe, parce que ça s'est arrêté en 2019, cette étude-là, c'est que pendant le Covid, il y a eu un bond de 20%. C'est-à-dire que la courbe, elle part verticale, vu que tout le monde commandait énormément à la maison. Et ça ne va pas s'arrêter. D'ici à 2030, on va multiplier par 2 cette production. Donc, on va passer de 500 millions de tonnes à 1 milliard de tonnes par année. 2030, c'est juste à droite, là, sur le graphique. Et le point, il va être 2 fois plus haut.
Et juste pour un point de référence, on a dépassé en 2010 le poids total de tous les humains combinés en nouveaux plastiques créés chaque année. Donc voilà quelques chiffres qu'il faut avoir en tête pour réaliser, pas que c'est déjà trop tard, mais qu'on aurait dû agir déjà il y a des années. Parce qu'en fait, ça s'emballe. Et si on regarde la production cumulée de tous les plastiques, on arrive à 10 milliards de tonnes depuis 1950, qui ont été du coup créées. Et la production annuelle, hein, on l'a juste vu avant, c'est 500 millions. Donc, à la grosse, il y a 20 fois plus de plastique dans la nature que ce qu'on a besoin pour une année. Et en fait, vous serez d'accord avec moi que c'est une aberration qu'on n'ait pas circularisé l'industrie du plastique avant, comme c'est le cas pour le verre, pour le papier, pour le métal. Aujourd'hui, on refond les matériaux pour en refaire des nouveaux. Et en fait, on nous a inculqué l'idée que c'est pas possible avec le plastique. Et qu'en fait, c'est faux. C'est possible, mais on n'a pas voulu le faire collectivement au niveau de la société jusqu'à présent, pour des raisons d'avidité et d'efficacité. Donc, il y a toute une réserve de plastique qui aujourd'hui n'est pas considérée comme ayant de la valeur. En fait, on ne sait pas quoi en faire et jusqu'en 2016-2017, les 2 tiers des déchets plastiques du monde, ils étaient envoyés en Chine. Et puis la Chine a dit, OK, on arrête de prendre vos déchets, débrouillez-vous pour faire autrement. Donc aujourd'hui, on va découvrir un super projet qui propose une solution à la pollution plastique qui est viable à grande échelle. Donc on va découvrir le projet, pourquoi c'est un bon moment pour le rejoindre, pourquoi le rejoindre, et puis quelles seraient les prochaines étapes avant les questions-réponses. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par parler du traitement des déchets. Parce qu'aujourd'hui, on est très peu informé sur ce qui se passe vraiment. Donc qu'est-ce qu'on en fait des déchets plastiques? Il y a plusieurs grandes familles. La première grande famille, ça va être l'incinération. C'est-à-dire qu'on va brûler le plastique pour récupérer de l'énergie. C'est une valorisation énergétique, du coup, des déchets. Comme ce grand projet que vous connaissez peut-être à Copenhague, sur lequel ils ont fait une piste de ski, plein d'animations pour les enfants, on peut faire de la randonnée dessus. Et en fait, c'est un incinérateur géant qui, pour le coup, lave très bien les fumées d'échappement. Maintenant, il y a mieux. Il y a le recyclage qu'on dit mécanique. Ça, vous l'avez vu à la télé. On reforme des copeaux. On fait des petites billes, des palets. En anglais, c'est pellets. Donc ça, c'est déjà mieux parce qu'on peut remettre en circulation des déchets plastiques. Mais en fait, c'est pas le mieux parce qu'il faut rajouter du nouveau plastique pour arriver à une qualité suffisante pour le réutiliser. Parce que tout simplement, ça broie en morceaux. Donc il y a toujours les déchets, les matériaux chimiques, les couleurs, etc. à l'intérieur du plastique. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle, et vous allez le voir sur le marché, on en parle de plus en plus, de ce qu'on appelle le recyclage avancé ou chimique. On ne va pas faire un mix des deux mots. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée? Ça va être de décomposer le plastique en les composants d'origine ou au plus proche. C'est-à-dire de réextraire comme de l'huile, du pétrole, à partir duquel on peut refaire du plastique avec une très haute qualité. Il y a plusieurs technologies, comme la pyrolyse dont on va parler aujourd'hui, la catalyse, les enzymes, les bactéries, vous en avez entendu parler. Alors en France, donc aujourd'hui, c'est la France. Il y a 25% des déchets aujourd'hui qui sont incinérés. Il y en a 15% qui sont recyclés. Il y en a 60% qui partent à la décharge si on considère qu'il n'y a rien qui finit dans la nature en dehors des décharges. Et pour moi, ça, c'était un choc parce que j'ai grandi avec le conditionnement que quand on mettait dans la poubelle jaune, c'était recyclé. C'est peut-être le cas pour vous aussi. Et en fait, c'était un mensonge. Et c'était déjà un mensonge quand on me l'a dit en 2005 ou en 2010. Mais ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Donc, en fait, on recycle très peu de volume de nos déchets plastiques. Heureusement, il y a un gros problème. Donc, il y a une très belle opportunité. Il y a du boulot. Alors, parlons du projet maintenant. Le projet, alors, ça marche quand je clique ou pas?
On va parler de la partie industrielle du projet d'abord, qui s'appelle Corsair, comme vous l'avez vu sur la fiche de présentation. Donc, on va démarrer avec un approvisionnement et un tri des déchets plastiques. On peut mettre un centre de recyclage directement sur les décharges, ou alors on peut approvisionner les déchets plastiques qui ont été récupérés par d'autres collecteurs et peut-être même recycleurs. Ensuite, on va le mettre dans une machine qui s'appelle une machine à pyrolyse. Vous voyez cette photo, c'est la photo de la vraie machine, une des machines qui est en production à Bangkok. Donc, il y a un vérin hydraulique devant que vous voyez qui pousse des ballottes de plastique qui ont été préparées et nettoyées. Et puis ensuite, on va revenir dessus, mais en gros, on retire l'oxygène du réacteur, on chauffe à feu pas trop fort, ça ne brûle pas, et parce qu'on a retiré l'oxygène, on permet, avec des conditions de pression et de température, de redécomposer le plastique en gaz, en huile, qu'on va donc utiliser ensuite. Là, voici l'huile. J'ai visité moi-même le centre de recyclage. Cette huile, c'est comme si on sentait du samplon 95. Ça sent pareil, alors que ça sort des déchets plastiques. On appelle ça le biocarburant avancé, mais pour aller plus vite, on va dire que c'est de l'huile plastique. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette huile plastique? Dans la dynamique d'une circularisation de l'économie, on va la vendre à ceux qui fabriquent de nouveaux plastiques. Et ils sont très friands. On le verra pourquoi. Il y a des réglementations qui ont été déjà votées et qui sont en activité. Donc, c'est l'industrie pétrochimique qui rachète cette huile plastique que Corsair produit à partir de millions de kilogrammes de plastique. Et maintenant, je vais vous convaincre juste en quelques phrases d'à quel point il y a un coup de génie ici, grâce au marché aujourd'hui. Cette huile, elle se vend autour de 1 euro par litre quand elle est de la qualité très élevée, comme Corsair a acquis la connaissance pour faire. Donc, on arrive à vendre 1 euro par litre cette huile de recyclage. Et une machine, ça peut produire jusqu'à 1 million de litres par an. Donc, en gros, une machine, elle est capable de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires à partir de plastique dont personne ne veut et qui pollue la planète en plus de ça. Cette entreprise et tout ce projet œuvrent pour un changement de paradigme. On arrête de considérer les déchets plastiques comme quelque chose dont on ne sait que faire et qui n'a aucune valeur, et qu'à la place, on considère que ça a une véritable valeur. Et que du coup, on arrête de l'empiler dans la nature et qu'on l'utilise et qu'on le mette en circulation. Donc ça, déjà, pour moi, c'est du génie. Parce qu'il y a tellement de plastique aujourd'hui dans la nature, on finira par avoir des centres de recyclage avec ces machines-là partout dans le monde. C'est qu'une question d'années. Aujourd'hui, il y a 3 machines en activité. Donc, ça recycle déjà plus de 3 millions de kilogrammes par an. Donc, c'est significatif, ça fait une vraie empreinte. Et en février, il y en aura 5 en tout en activité. Et puis ensuite, ça continue. OK, donc voilà pour la partie industrielle. Comment on peut extraire une première fois de la véritable valeur à partir de déchets plastiques qui polluent la planète et dont personne ne veut. On va s'arrêter une seconde sur le recyclage avancé et donc cette technologie. Voilà une étude de McKinsey, que vous connaissez, qui conseille toutes les plus grandes entreprises du monde, un cabinet de conseil très réputé, qui a sorti cette étude en 2023. Donc là, on parle de cette année, du maintenant. Et cette étude, elle montre que le marché bleu ciel du recyclage avancé apparaît aujourd'hui pour prendre une véritable part de marché en 2030 et en 2040. Et ce que eux estiment, c'est que l'investissement qui est requis pour rencontrer les besoins des clients et la demande, ça va être 40 milliards de dollars en 2030, 90 milliards de dollars en 2040. Donc ici, on parle d'un marché émergent gigantesque. Et on va revenir sur le sujet. En une slide, le recyclage par pyrolyse, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très efficace et très écologique. Pourquoi? Si on regarde les rendements, sans vous ennuyer avec des détails de production et des détails techniques, la première information, c'est qu'avec cette huile de recyclage, on peut refaire du plastique avec exactement la même qualité que si on avait pris du nouveau pétrole.
Donc, il n'y a pas d'excuse pour utiliser du nouveau pétrole. On fait du plastique pour l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Donc, c'est 100% la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Et le plus important, c'est que grâce à cette technologie, on peut recycler à l'infini. Vous l'avez compris, on redécompose dans les matériaux d'origine. Donc, quand le plastique est déjà repassé dans un cycle de vie, il revient, on le remet dans la machine et les polluants, les couleurs vont se redécomposer et on va récupérer la matière brute. Et la consommation énergétique, alors, il faut bien se poser la question, est-ce que c'est vraiment écologique? En fait, la consommation énergétique, on peut dire qu'elle est quasi nulle parce que les gaz qui sont émis par ce processus sont lavés et rebrûlés en dessous de la machine pour justement l'alimenter. Donc en fait, on a juste besoin d'électricité pour allumer la machine, pousser le plastique à l'intérieur de la machine. Et puis on a besoin d'eau pour laver les gaz et s'assurer qu'on ne rajoute pas de pollution dans l'environnement. Et ça, c'est certifié par le ISCC+, qui est le corps de certification des sujets du carbone et donc maintenant aussi du plastique. Donc c'est vraiment une technologie verte et qui produit, une huile plastique équivalente à utiliser du nouveau pétrole. Donc ça, c'est vraiment fondamental de comprendre qu'en fait, c'est révolutionnaire et c'est vraiment la solution technologique à circulariser l'économie. Maintenant, on m'a envoyé ça il y a quelques semaines. Ça, c'est vu dans le métro à Paris. Entre le plastique usagé et le plastique recyclé, il y a Suez. Alors, bien sûr, c'est une pub pour Suez. Et là, ce qui a marqué, c'est qu'aujourd'hui, Suez fait un traitement mécanique. Donc, on l'a vu, c'est le recyclage mécanique. Et demain, chimique. Donc, le recyclage chimique, donc par pyrolyse, pour un recyclage à l'infini du plastique. Donc tout le monde s'y met, même les plus gros. Et c'est normal, parce qu'il y a un énorme marché qui est en train de se présenter et qui est dû aux réglementations, aux lois, aux grands corps politiques. On va voir ça juste après. OK, alors on avance un petit peu plus profondément maintenant dans la présentation et la compréhension du projet avec directement le business model. Parce que c'est important de comprendre comment l'opportunité est structurée. Donc ça, c'est nous, la communauté. On va commander un retrait de déchets plastiques à l'entreprise. Et donc l'entreprise, elle va faire ce qu'on lui a demandé. Elle va recycler du plastique pour nous et vendre cette huile pour un profit. Et quand ce recyclage est terminé, elle va nous donner le reçu digital de cette opération. Donc ça s'appelle un CSR, on va s'arrêter dessus. Donc c'est juste le reçu digital, comme quand on va au supermarché et qu'on reçoit le ticket de caisse. C'est la preuve, en fait. Donc la première partie du business model, c'est que les utilisateurs commandent le service de retrait des déchets à Corsair, qui ensuite nous délivre un token, donc le reçu digital, pas une crypto-monnaie, une fois qu'ils ont recyclé le plastique qu'on a demandé. Donc, concrètement, on finance le nettoyage de l'environnement directement. Donc ça, déjà, c'est une très bonne raison de le faire. Moi, personnellement, j'ai déjà financé en un an plus de 100 tonnes de plastique qui a été donc retiré de l'environnement et qui ne polluera pas la planète pour les générations futures. Parlons de ce reçu digital. C'est un token sur la blockchain. La blockchain dans sa véritable utilisation, pas celle de crypto-monnaie spéculative, mais un asset qui est transparent, accessible à tout le monde, qui ne peut pas être copié-collé, qui est donc très sécurisé. Donc le token CSR, c'est le reçu digital du recyclage. C'est l'instrument en fait pour représenter 100 grammes de plastique recyclé. Donc si j'ai un token, en fait ce que j'ai, c'est la valeur de 100 grammes de plastique qui a été recyclé, certifié, audité. Alors CSR, ça veut dire Corporate Social Responsibility ou responsabilité sociale des entreprises. Donc il est vraiment là le sujet. C'est pour les grandes entreprises et les petites entreprises pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités vis-à-vis du fait qu'elles consomment et rajoutent du plastique en circulation pour leurs activités. Le token, c'est un crédit plastique. Et c'est exactement ça le concept.
c'est l'instrument qui permet de stocker la valeur de 100 grammes de plastique recyclé. Comme le crédit carbone, qui stocke un montant de CO2. En d'autres termes, pour être clair, le CSR, c'est un instrument qui permet qu'une entreprise paye quelqu'un d'autre, ici Corsair, pour que eux retirent de l'environnement du plastique. Et donc, on puisse compenser. On va revoir ce que ça veut dire, ça, compenser son empreinte plastique. Donc, un token, c'est 100 grammes de plastique recyclé, et c'est juste ça qu'il faut retenir. OK, deuxième partie du business model. Donc, déjà, nous, on a recyclé beaucoup de plastique. Déjà, c'est super pour l'environnement. Maintenant, ce n'est pas suffisant, parce que pour engager beaucoup de monde, et les entreprises et la communauté, il faut qu'il y ait aussi un intérêt derrière d'utilité publique. Donc, ce CSR, en fait, il a un cycle de vie. Il naît lorsqu'on recycle du plastique, et ensuite, il va disparaître. Il meurt. Quand est-ce qu'il meurt? Pourquoi ce CSR est utilisé sur le marché? Pourquoi il disparaît? Parce qu'en fait, c'est l'instrument pour qu'une entreprise puisse compenser son empreinte plastique. Et donc, elle puisse acquérir un certificat qui prouve à ses clients et au monde que oui, c'est vérifiable, c'est traçable et c'est transparent. Cette entreprise a bien recyclé, retiré de l'environnement ce montant de plastique. Et donc, du coup, l'entreprise, elle va pouvoir dire à ses clients, voilà, nous, on est devenu neutre en plastique. On a fait l'effort de retirer de l'environnement autant de plastique qu'on en a remis. Voire plus, la plupart des entreprises font plus. Donc, c'est vraiment ça l'idée pour les entreprises. Ça va être aujourd'hui sur la base du volontariat, de choisir de faire cet effort pour ensuite dire à leurs clients ou à leurs futurs clients, nous, on est une entreprise qui a compris qu'il y a un vrai sujet sur le plastique et on ne veut pas empirer les choses. On œuvre activement pour diminuer la pollution plastique. Donc, on gagne un avantage compétitif. On gagne davantage de confiance. On améliore son image sur le marché. Donc, en une phrase, les entreprises du marché, n'importe lesquelles, même celles qui ne recyclent pas de plastique, sont les clients de ce CSR et vont l'acheter pour ensuite l'échanger, payer leur neutralité plastique. Et le token, du coup, va partir à la poubelle. Il ne sera plus jamais vendu et échangé derrière. Donc, le deuxième point de ce business model absolument génial, c'est en fait de rendre accessible à n'importe qui le nettoyage de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, à part envoyer ses employés dans la jungle ou dans la rivière pour retirer du plastique, c'est difficile en fait pour une entreprise de participer au nettoyage de l'environnement. Mais avec cet instrument, avec ce CSR, c'est possible et c'est facile. Donc, je vous rappelle, la première partie du business model, c'est les individuels, la collectivité, nous, on va financer le recyclage du plastique. Et ensuite, on va récupérer le token. Et ce token, il va avoir une utilité publique, il va être acheté par des entreprises parce qu'elles souhaitent devenir neutres en plastique et dire à leurs clients qu'elles font quelque chose pour l'environnement. On va récapituler juste après pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà un exemple de certificat de neutralité plastique qui est pour ma boutique de bijoux à Bali. Donc, il prouve, et puis il y a un QR code, on peut le scanner et regarder directement sur la blockchain, que oui, Moonai a bien contribué à retirer 12 kg de plastique pour cette année. Sachant que moi, j'en consomme à peu près 5 kg. Donc, évidemment, j'ai fait l'effort d'en retirer davantage. C'est un très petit montant, mais moi, c'est qu'une toute petite boutique. C'est des montants très conséquents pour des gros clients, comme on va voir ça juste après. OK, alors on va récapituler le business model pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre ici. D'un côté, on a une entreprise industrielle qui recycle du plastique en masse de façon industrielle et qui vend l'huile de recyclage et qui a tout un business model de ce côté-là. Et ce recyclage génère des reçus du recyclage. Un token, 100 grammes. D'un autre côté, ces tokens, ils vont être mis en vente sur la place publique, achetés par des entreprises, pour ensuite qu'elles puissent devenir neutres en plastique.
Donc à côté, on a la naissance du token. Et puis à droite, on a la disparition de ce token. Et nous, on est au milieu, en fait. On est là pour faire le passe-plat. On est là pour commander le recyclage à l'entreprise, donc moins cher, et ensuite pour mettre en vente ces tokens sur le marché et pouvoir répondre à la demande des entreprises. Le business model est conçu comme cela. Donc, en une phrase, les utilisateurs mettent à disposition les tokens qu'ils ont donc commandés à l'entreprise en avance, moins cher. Ils les mettent en vente sur le marché aux entreprises qui veulent devenir neutres en plastique, qui veulent compenser leur empreinte plastique. Je dis bien veulent parce qu'aujourd'hui, c'est toujours volontaire, mais en fait, très bientôt, on espère dans les 2 prochaines années, ça deviendra en fait obligatoire par la loi. Pourquoi on pense ça? Parce que le marché suit exactement ce qui s'est passé sur le crédit carbone. Au début, c'était proposé volontairement. Les entreprises voulaient faire l'effort de dire à leurs clients, nous, on sait qu'il faut compenser notre empreinte carbone, on va planter des arbres. Mais assez rapidement, en fait, c'est devenu obligatoire que toutes les entreprises y participent. Il va se passer la même chose sur le plastique. Et c'est déjà pour ça que c'est un bon moment de s'y pencher. Donc, la troisième partie du business model, c'est de générer une plus-value sur cette activité de recyclage plastique. Et ça, c'est pour nous, les utilisateurs. On pourra revenir dessus dans les questions-réponses. Je pense que déjà, c'est suffisamment d'informations pour comprendre qu'il y a tout un cycle de vie qui a été créé pour faire le lien entre on recycle en masse du plastique et de l'autre côté, les entreprises du monde entier contribuent toutes, aujourd'hui volontairement, demain par la loi, à nettoyer ce plastique. Parce que c'est pas normal qu'on laisse une planète poubelle pour nos enfants. Et de toute façon, on en pâtit déjà avec tout le plastique qu'on mange aujourd'hui, comme on l'a vu. Alors parlons de ce token, parce que c'est quand même intéressant. Ici, en plus d'avoir recyclé beaucoup de plastique, ce qui est super, vous pouvez le dire, vous voulez aussi faire une plus-value. Donc il faut que ce token, il prenne de la valeur. Sinon, ça sera moins intéressant. Si on regarde aujourd'hui le cours du token sur les derniers mois, on voit que ça monte, que ça descend. C'est normal. Parfois, il y a plus de pression à la vente. Parfois, il y a des entreprises qui achètent beaucoup de tokens pour devenir neutres en plastique. Donc, du coup, il y a un marché libre en dehors de Corsair qui se régule, comme un marché boursier. Donc, si on prend du recul et qu'on analyse ça, aujourd'hui, on a vu que le prix, il oscille entre 46 centimes et 1,6 centimes de dollars pour 100 grammes de plastique. Donc, c'est ça, en fait, le prix aujourd'hui, je dis bien, pour recycler 100 grammes de plastique. En moyenne, là, on est à 0,8 centimes. Donc, c'est moins d'un centime de dollar pour 100 grammes de plastique aujourd'hui. Maintenant, les prédictions, qu'est-ce qu'elles donnent? Évidemment, on ne peut rien garantir parce que c'est un marché libre. Donc, ça va dépendre de la vitesse d'implémentation des réglementations, ça va dépendre de la vitesse d'adoption des entreprises et de la généralisation du sujet dans la population. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, nos concurrents, donc ils font eux aussi des crédits plastiques, ils sont à peu près 10 fois plus chers. Et la raison, elle est simple, c'est qu'il n'y en a aucun qui fait ça de manière industrielle, à grande échelle. Donc quand on fait industriellement, évidemment, on amortit les coûts et c'est beaucoup moins cher. Maintenant, où est-ce qu'on va aller? Les experts aujourd'hui disent qu'il y aura un palier qui va probablement se stabiliser à 25 centimes par 100 grammes par token avant que ça devienne obligatoire par la loi. Donc là, je ne vais pas vous faire une courbe qui met évidemment en échelle quand on passe de 1 centime à 25 centimes, mais on envisage une très forte augmentation du cours de ce token due aux réglementations, due à la généralisation de ce sujet aujourd'hui par l'Union européenne, par l'ONU et par les pollueurs. Donc c'est ce à quoi on s'attend sur le marché. Et puis évidemment, ça continuera après, lorsque ça devient obligatoire par la loi, il n'y aura plus de limite de prix. Ce qui dictera le prix, ce sera l'offre. Qu'est-ce qui est vraiment disponible? Parce que demain, si Coca, comme par exemple, il y a quelque chose c'est avec Pepsi, aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler, à New York,
il y a un procès qui a été fait contre Pepsi parce que la communauté de New York, je sais pas exactement les détails, si c'est la communauté ou la mairie ou, ou la population, veut attaquer Pepsi parce qu'elle considère que Pepsi pollue énormément avec les bouteilles en plastique et qu'ils font rien en fait pour remédier à ce sujet, alors qu'ils en ont le pouvoir et l'argent. Si Pepsi demain veut retirer de l'environnement autant de plastique qu'ils en rajoutent, où est-ce qu'ils vont se tourner? Parce qu'il faut le recycler, ce plastique. Et c'est du boulot et c'est des machines. Donc l'offre, en fait, la quantité de plastique actuellement recyclé disponible, elle va être limitée. Et le moment où toutes les entreprises du marché vont devoir acquérir cette neutralité plastique, le prix va exploser. Et c'est normal, et c'est très bien. Il faut que les entreprises payent autant que possible pour se rendre compte de l'impact qu'elles ont dans l'environnement. OK, assez pour les tokens. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les échanges publics, donc comme la place boursière sur laquelle j'ai pris ce graphe, il y a environ 13 millions de tokens CSR disponibles à l'achat. Donc voilà une idée du volume disponible aujourd'hui. C'est très peu. Et c'est normal, on ne fait que commencer sur ce marché. Maintenant, parlons de ce marché, parce qu'il est décisif ici dans notre projet. Tout d'abord, il faut savoir que 175 pays ont signé avec l'ONU au Kenya en 2022 d'implémenter avant fin 2024 des mesures restrictives contre la pollution plastique, c'est-à-dire significatives avec des amendes, avec de la pression sur les entreprises dans chacun des pays. Donc là, on est en plein dedans. On est fin 2023. Dans un an, il y aura du coup des accords qui vont être signés internationalement pour vraiment faire quelque chose dans chacun des pays et limiter du coup la source de la pollution plastique. Deuxièmement, et c'est encore plus important, en Union européenne, donc ça nous concerne, c'est déjà obligatoire qu'une partie des plastiques soit issue de matières recyclées. En 2030, ça sera 30%, 2025, c'est 25%, puis ça continue. 40% en 2040, 50% en 2050, voire plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ça veut dire qu'une entreprise qui importe ou qui fabrique des plastiques en Union européenne, elle va devoir pouvoir s'assurer et prouver que 30%, donc presque un tiers, de ce plastique vient de matières recyclées et pas de nouveau pétrole. Et ça crée un marché énorme et c'est pour ça que l'huile plastique, on a vu tout à l'heure, il y a une demande énorme et c'est pour ça que le prix est très élevé. Imaginez, vous, ça fait des années que vous fabriquez du plastique en masse, beaucoup de bouteilles, beaucoup de films plastiques, et tout d'un coup, vous êtes obligé de trouver 25 à 30% de matières premières différentes. Pour vous donner encore des chiffres, aujourd'hui, on estime à 100 milliards de litres la demande pour cette huile plastique et une production de 50 millions. 50 millions, 100 milliards. Voilà l'opportunité ici qui a été ouverte grâce aux lois qui ont été votées et qui sont aujourd'hui en activité. Car, vous le voyez ici, en 2021, les pays de l'Union européenne, ils ont déjà payé 6 milliards d'amendes à l'Union européenne parce qu'ils ne respectaient pas les lois de minimum de matières premières recyclées. Donc là, on n'est quand même pas en train de parler de quelque chose qui va se passer, on espère qu'il va se passer, on est déjà vraiment dedans. La France, au fait, mauvais élève, elle a payé 1,2 milliard d'euros. Et pour vous donner une prédiction sur le marché des crédits plastiques, dont on parle avec le token CSR, on estime qu'il va devenir suffisamment grand pour rencontrer des chiffres comme 30 à 50 milliards de dollars dans 5 à 7 ans. Donc, mettons en 2029. Le marché du crédit carbone, c'est presque 1 trilliard l'année dernière. Et c'est virtuellement un marché qui s'est ouvert ces 10 dernières années. Donc, il faut savoir quand il y a un marché émergent de cette taille-là qui se met en mouvement, il y a beaucoup d'émulsions sur le marché, beaucoup d'entreprises qui se penchent dessus. Et c'est très bien parce que ça donne un environnement très propice pour des opportunités intelligentes. Et je vais vous dire quelque chose. C'est bien que l'ONU et l'Union européenne passent des lois pour forcer tout le monde à faire un effort, mais c'est encore mieux que ceux qui polluent, comme Danone, Nestlé, Unilever, eux aussi se mettent derrière le concept
du crédit plastique. On le voit là, un article. Danone, Nestlé et Tetra Pak disent que les crédits plastiques pourraient nettoyer l'océan. Nestlé, Danone, Unilever et PepsiCo se mettent d'accord sur les principes de recyclage chimique, donc la pyrolyse que fait Corsair. Utiliser de la meilleure façon. Alors, je vais juste vous traduire ça. Used in the right way as part of the holistic approach. Utiliser correctement dans une dynamique holistique. Le recyclage chimique, donc comme on l'a vu aujourd'hui avec Corsair, peut contribuer à un monde où il n'y aura plus de plastique qui termine dans la nature. Parce qu'en fait, ça sera circulaire. Tout le plastique qui part à la poubelle, il sera refondu pour refaire du nouveau plastique. Et ça, c'est génial. Parce qu'il n'y a aucune raison que cette industrie ne soit pas circularisée. Donc, même les pollueurs, en fait, tendent à ce qu'on aille dans cette direction. Et ça, c'est génial, parce que du coup, l'adoption va être très rapide. En fait, il n'y a personne qui résiste vraiment à l'adoption d'un crédit plastique. OK, alors maintenant, parlons rapidement de cette entreprise, Corsair Amplivo, dont on veut parler, parce que ce projet, cette initiative, dépend et est en partenariat avec ces entreprises. Donc, qu'est-ce qui se passe du niveau de ces entreprises? Elles sont en pleine expansion. Tout d'abord, et ça, c'est une annonce majeure, cette année, l'entreprise a ouvert un centre immense en Finlande, donc sur le territoire européen. À terme, il y aura 50 machines de recyclage qui recycleront donc plus de 50 millions de kilogrammes de plastique par an. Ça, c'est génial et on pourra même aller les visiter, évidemment. Le premier centre en Europe va être le modèle. Encore plus important, un énorme client vient de décider et donc de s'engager publiquement à devenir neutre en plastique. Et là, ce n'est pas une petite bijouterie comme la mienne. Là, c'est une chaîne de 50 hôpitaux en Thaïlande, BDMS. 50 hôpitaux, c'est un groupe évidemment multimilliardaire, surtout quand on sait que la santé et le système hospitalier en Thaïlande est très réputé. Et puis, il a été annoncé, là, il y a quelques mois, qu'ils vont aussi ouvrir un centre de recyclage en Italie. De même, en Hollande. De même, au Laos. Donc, ça se propage très rapidement et c'est normal. L'entreprise est prête et le marché aussi. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 13 millions de tokens disponibles sur le marché. Il faut savoir que cette chaîne d'hôpitaux seule, donc juste ce client, il aura besoin de 30 à 40 millions de tokens par an. Tous les ans, il faudra qu'il achète 30 à 40 millions de tokens. Ils n'ont pas encore commencé. Ils commencent dans les 2 prochains mois avec le premier hôpital, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Donc, vous voyez les chiffres et la prédiction qu'on peut déjà faire sur ce qui va se passer sur ce marché. Aujourd'hui, il y en a 13 millions de disponibles. Un seul client aura besoin de plus de 35 millions par an. Évidemment, il y a plus de tokens qui ont été distribués. Ils ne sont pas tous mis en vente aujourd'hui. Mais il y aura une pression à l'augmentation du prix très rapidement l'année prochaine. OK, continuons parce qu'il y a des belles annonces qui ont été faites dernièrement. Il faut que je vous les partage. La Finlande, le Laos, les Pays-Bas. Pourquoi on les mentionne ici? Parce que l'entreprise a signé des contrats gouvernementaux avec eux. Soit pour reprendre la gestion, par exemple au Laos, de certaines déchetteries et installer des centres de recyclage, et au passage de faire du token le crédit plastique national, soit en Finlande et aux Pays-Bas pour recevoir des bourses pour pouvoir installer des centres de recyclage. Donc, vous voyez, quand les gouvernements se mettent sur le projet, c'est qu'il est vraiment en train de décoller. On a un client majeur, 40 Energy Trading, qui vient de signer pour acheter de l'huile et donc la distribuer à ceux qui en ont besoin pour refaire du plastique. Ils sont venus d'ailleurs témoigner lors de la convention internationale où j'étais à Rome, le 11 novembre. C'est super d'avoir les clients venir parler du fait qu'ils sont très contents de l'entreprise. Et puis la dernière annonce, c'est qu'un auditeur externe, le premier, il y en aura d'autres, TÜV Sud, un énorme cabinet d'audit allemand, est aujourd'hui en préparation et va commencer à auditer et publier les résultats publiquement en janvier 2024 pour dire au monde, on est bien les vérifier, 100 grammes de plastique ont bien fait un seul token et c'est traçable et prouvable.
Donc cette entreprise, elle est géniale. Ils ont vraiment travaillé énormément ces dernières années pour être là où ils en sont aujourd'hui. Et c'est très, très bien comme ça, parce qu'ils sont en passe de devenir un des leaders mondiaux sur le crédit plastique et le recyclage par pyrolyse. Assez pour l'entreprise, vous en avez entendu des belles. Concluons avant de passer, du coup, aux questions-réponses. Donc prenons un instant pour respirer. Qu'est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui? On s'est dit que la pollution plastique, on a vu, c'est en train de devenir une priorité en fait pour l'ONU, pour l'Union européenne, pour les organismes de réglementation et même pour les pollueurs. Pourquoi? Parce que c'est un désastre et qu'il est presque trop tard pour agir. On l'a vu sur les graphes. Donc il y a une grosse urgence environnementale et tout le monde se met en ordre de marche pour faire quelque chose. Deuxièmement, on a vu qu'il y a un marché immense pour les crédits plastiques qui va s'ouvrir et qui atteindra 30 à 50 milliards de dollars dans quelques années. Et aujourd'hui, Corsair est un des leaders. Il faut savoir que le crédit plastique CSR, c'est en fait aujourd'hui le seul qui est disponible sur la place publique, qui est sur la blockchain, donc du coup qui assure une sécurité qui ne peut pas y avoir d'arnaque sur le sujet. Et donc c'est bien, hein, vous serez d'accord avec moi, de se positionner avec celui qui sera le plus gros poisson dans la mare plus tard. Et l'opportunité qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous positionner en fait sur ce marché alors qu'il est en train d'exploser. En faisant quoi? En commandant littéralement du recyclage de plastique et de recevoir du coup des crédits plastiques à faible coût. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le bon timing, vous l'avez vu, pour l'entreprise, pour le marché, et parce qu'il y a une vague à surfer, celle du marché des crédits plastiques, qui va émerger même si cette entreprise disparaît demain, ce qui ne va pas arriver. Aujourd'hui, on vous propose de nettoyer l'environnement du plastique et en plus de générer un revenu. Donc la proposition, on l'a vu, vous recyclez du plastique et en mode passif, vous attendez que le marché se développe, le marché du recyclage par pyrolyse, du crédit plastique, des réglementations. Et dans quelques années, vous vendez les CSR avec une très belle plus-value. Maintenant, il est possible de s'impliquer davantage parce que c'est un projet très excitant, très facile à partager. Et vous pouvez devenir, comme je le suis et comme de nombreuses personnes le sont, ambassadeur de ce projet. Vous pouvez donc contribuer activement au développement de cette initiative et donc accélérer le nettoyage de l'environnement en parrainant soit des membres, comme vous et moi, soit même des entreprises qui veulent devenir neutres en plastique et gagner un avantage compétitif, voire même des acteurs du recyclage, c'est-à-dire d'autres entreprises qui recyclent ou qui collectent du plastique. Elles peuvent rentrer et faire partie de cet écosystème et recevoir de l'argent de la part de Corsair pour émettre les crédits plastiques correspondant à leur activité. C'est du génie sur tous les niveaux. Donc, dans ce cas-là, vous gagnerez même un revenu supplémentaire, actif, basé sur des commissions. Et le modèle par parrainage, il est très généreux. Et l'entreprise en a besoin. Pourquoi? Pourquoi elle a besoin de parrainage et de personnes qui parlent de ce projet? Parce que le crédit plastique CSR, il faut s'assurer qu'il devienne le standard du marché. Donc, il faut qu'il y ait le plus de personnes qui en parlent. Il faut que le projet rayonne. C'est pour ça qu'ils ont ouvert ce genre d'opportunité. Donc, les prochaines étapes, avant qu'on passe aux questions-réponses. Premièrement, on vous propose de commander le retrait des déchets plastiques. Donc, on va vous parrainer pour ça. Et je vais vous demander après cette séance, de vous retourner vers la personne qui vous a invité, évidemment. Deuxièmement, on va vous éduquer sur cette opportunité, que ce soit pour des membres, des entreprises, des recycleurs du plastique. On a besoin de tout. Donc, on va vous former. Et du coup, on va vous proposer de rejoindre notre communauté. On peut donc appeler consciente, vu qu'ici, on est dans ce business, pas juste pour gagner de l'argent, mais aussi pour faire du bien à la planète. Et donc, on va pouvoir grandir ensemble. Je vous remercie de votre attention et je vais vous proposer qu'on passe à un échange, des questions-réponses sur tout ça. Ah non,
J'ai encore une slide. J'avais oublié en plus. Aujourd'hui, cette semaine, il y a une certaine promotion qui est quand même très intéressante. C'est qu'on va vous donner 50% de tokens en plus si vous commandez votre retrait de déchets plastiques cette semaine. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez 10 000 euros, au lieu d'obtenir juste les tokens qui correspondent à 10 000 euros, vous allez obtenir 50% de tokens en plus. Donc ça, c'est quand même très auspicieux finalement qu'ils aient ouvert cette promotion il y a quelques jours, alors que j'avais déjà prévu cette présentation. Donc ça, je ne le savais pas. Voilà, donc les prochaines étapes, bah, je vais simplement vous demander de poser les questions maintenant, de laisser reposer ça en vous et d'aller échanger avec votre parrain, de faire vos propres recherches. Et j'ai envie de mentionner aussi que quand on fait des recherches sur Internet, on peut trouver deux sites qui, qui crachent sur cette entreprise et qui disent que c'est une arnaque. C'est toujours le cas quand il y a une industrie de parrainage. Il faut savoir qu'il n'y a aucun lieu de s'inquiéter. Chacun des points ont été démentis à l'intérieur de ces sites et ça a été même présenté à nos clients pétrochimiques qui ont posé des questions. Et leurs avocats ont étudié le sujet et ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, ces torchons qui traînent sur Internet, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Ne vous en inquiétez pas. Tout est explicable. Il n'y a vraiment rien de caché avec cette opportunité. Tout est transparent, comme le token sur la blockchain. Merci pour votre attention. Et maintenant, je vais vous proposer simplement d'allumer votre micro pour qu'on partage tous ensemble. Alors, je vais regarder dans le chat s'il y a... C'est l'État de New York qui a poursuivi Pepsi pour son impact sur la pollution plastique. Merci, Muriel. Donc, c'est l'État de New York directement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Olivier, c'est toi qui commence. Ah bon, c'est moi qui commence? Ouais, Ok, bon. Donc, bon, moi, j'avais plus ou moins, enfin, j'avais regardé aussi l'interview que vous aviez faite avec le PDG, avec quelques petites infos, et puis Véron qui m'en a parlé aussi, on en avait parlé un petit peu, donc, et j'ai regardé aussi les présentations qui avaient été faites de façon un peu plus publicitaire, entre guillemets. super. Donc, voilà, donc par rapport à ça, je me suis noté un certain nombre de questions, mais juste en préalable, est-ce que vous pourriez donner le nom des sites poubelles, enfin qui en tout cas haters, ça m'intéresse quand même d'aller jeter un coup d'œil. Ah, tu vas les trouver rapidement, hein. Il n'y en a que deux, de toute façon, qui... Et c'est des vieux articles en plus, il y a un an et demi. Donc, tu regarderas, il y en a un, c'est Behind MLM, qui dit d'ailleurs il y a un an et demi que l'entreprise est en déclin total et qu'elle va disparaître dans les prochains mois, alors qu'aujourd'hui, elle est plus forte que jamais et a des contrats avec les gouvernements. Et puis un autre site, euh, une revue de presse des pays du Nord, qui dans un site dit qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer avec des patrons de l'entreprise qui étaient impliqués dans une arnaque. Et, Hmm. voilà, et ces gens-là, ils ont été expulsés de l'entreprise et personne n'a rien perdu, tout a été redressé. Et comme je le disais, ça a été expliqué et prouvé aux avocats de nos clients. D'ailleurs, c'est faux cul parce que ce site, la revue de presse là, des pays du Nord, elle a refait un article il y a quelques mois en disant, ah, c'est génial, il y a une entreprise qui vient pour nettoyer l'environnement. Le même site, tu vois. Donc, il n'y a pas de cohérence là-dedans et il ne faut pas s'en inquiéter. Et si tu veux plus d'informations, on a les informations directement du PDG qui explique point par point tout ce qui se passe. Mais ne nous arrêtons pas là-dessus parce que de toute façon, vous les trouverez, ces informations, et on a la réponse. Est-ce que tu avais une question par rapport à ta compréhension de comment le projet est structuré, de comment il fonctionne? Oui, j'avais pas mal de questions, même, je vais pas prendre la parole aussi, monopoliser. Euh, Si jamais, alors évidemment, là je fais de la fiction, hein, mais bon, si jamais en fait les déchets deviennent rares, est-ce que le modèle industriel s'effondre? Ou est-ce que effectivement, il y a, enfin, après il y aurait d'autres sources pour trouver d'autres déchets, je sais pas moi, par exemple des déchets solides, des trucs de pare-choc de bagnole ou je ne sais quoi. Voilà. Ouais. Ok, je vois, c'est bien. Il faut se demander si ça peut se tarir. Comme tu l'as vu tout à l'heure, ça peut pas se tarir.
Il y a 10 milliards de tonnes de plastique qui traînent dans l'environnement. Et aujourd'hui, même si Corsair arrivait aujourd'hui hein, à installer plus de 150 centres avec 10 machines qui tournent à plein régime, on ne toucherait que 1% du plastique mondial. Donc en fait, il y a de la place, et c'est même Corsair qui le dit, il y a de la place pour 100 autres entreprises de la taille de Corsair. Ah, cool. On peut te voir, c'est mieux. Donc Ouais, c'est là, s'il y a vraiment un point sur lequel pas s'inquiéter, c'est qu'on soit court de matières premières. Parce que là, les 10 milliards, c'est à présent, hein. Mais sur les 10 prochaines années, ça va passer à 25 milliards. On continue d'en faire en permanence, de plus en plus d'ailleurs, comme tu l'as vu. Donc là, c'est certain que ça ne va pas se tarir avant la fin de notre vie, si on a de la chance. Si on arrive à recycler tout le plastique qui est dans la nature avant que on passe de l'autre côté, on donnera une planète beaucoup plus propre à nos enfants. Mais je ne pense pas que c'est raisonnable de penser qu'on va y arriver en une vie. Mais en tout cas, on aura fait un gros bout. Et ça, c'est significatif. d'accord. Prochaine question? Oui, depuis qu'on en a parlé, je regarde un petit peu le cours du CSR et cette semaine, il a perdu 30%. Bon, j'ai envie de dire tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en fait, qu'est-ce qui Ah, mais, explique cette baisse assez importante quand même? ouais. Ça s'explique très bien. Il y a des tokens qui avaient été commandés il y a longtemps, qui étaient en attente de distribution. Ça date d'il y a 1 an et demi, qui sont en train d'être distribués maintenant. Donc, il y a des gens en fait qui attendaient depuis longtemps de recevoir leurs tokens. Et avec la situation économique aujourd'hui, ils les vendent en fait, parce qu'ils ont besoin du cash. Et de l'autre côté, la pression à l'achat, elle a été faible dernièrement parce que nos gros clients qui ont signé, ils n'ont pas encore acheté. Donc la chaîne d'hôpitaux, l'aéroport du Laos, euh, Diversey, qui fournit les produits de nettoyage pour tous les plus grands hôtels du monde, c'est des clients énormes et ils n'ont pas encore commencé là, tout de suite, à acheter leur neutralité plastique. On a des clients qui ont acheté, mais pour l'instant, ça a été des plus petits clients. Donc, on est encore dans un jeu, tu vois, très faible du début du projet où quand il y a une personne qui vend, ça baisse. Quand il y a un client qui achète, ça monte. Très Ouais. rapidement, donc ça va se tasser dans les 6 prochains mois donc la première partie de 2024. On aura des gros clients qui font des gros achats. Et donc, du coup, ça va sortir tous les gens qui voulaient vendre et on va commencer à avoir quelque chose de plus sain. Je te Je prends une reposerai petite mes questions question. après, parce que je vois qu'il y a Alors, Muriel. si tu veux, vas-y. On fait une pause avec toi. Alors, du coup, Muriel? Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'aspect social du projet? C'est-à-dire que dans les pays, j'ai cru comprendre que dans les pays comme en Thaïlande ou au Laos, on fait travailler les gens qui habitent à proximité des déchetteries et on les aide à avoir accès à des logements et à l'école et des choses comme ça. Est-ce que c'est possible d'en parler un petit peu aussi? À 100%, on peut pas tout mettre dans une présentation de 45 minutes, Oui, donc je bien vais sûr. dire des Non. choses. Il y a une très grande implication sociale de la part de Corsair que tout le monde salue. Ils travaillent aujourd'hui avec les pêcheurs en Thaïlande pour retirer le plastique des mers. Ils travaillent avec les gens dans les bidonvilles de Bangkok pour ramasser le plastique et le ramener. Et par exemple, au Laos, lorsque le PDG est allé visiter, il nous l'a montré en vidéo. Il a été touché de voir qu'il y a des enfants qui habitent sur les déchetteries, qui vivent littéralement dans les déchets. Il l'a fait déjà en Thaïlande. Si on s'organise mieux et qu'on installe des centres bien propres et qu'on donne des jobs bien clairs et qu'on forme les gens, on peut sortir les enfants des déchetteries et donner un vrai travail avec une vraie sécurité à ceux qui opèrent ces déchets. Et c'est une volonté de l'entreprise et ça, c'est vraiment saluable. Donc, je pense que tu étais déjà au courant de ça parce que tu m'as posé la question. Mais dans les pays en voie de développement, c'est génial ce genre de projet. D'ailleurs, tous les pays vont finir par faire des centres de recyclage. Quand il pense, le gouvernement, il est content, parce qu'il peut dire à sa population, on fait quelque chose pour le plastique. Les communautés locales et les populations sont contentes parce que ça crée des jobs. Et ceux qui opèrent l'industrie sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Et l'environnement gagne aussi, puisqu'il y a du plastique qui sort. Donc, c'est du win-win-win sur tous les plans, en fait, à cette entreprise. Et c'est pour ça que je suis, moi, aussi engagé. Comme je l'ai dit, je pense que c'est du génie, en fait, ce qui a été défini. Tu avais une autre question? Non, non, c'était juste justement, j'étais un petit peu au courant et je pensais que c'est important aussi pour ceux qui ne le savent pas de savoir que aussi, en plus, on contribue à ça puisque ça fait partie de l'éthique de l'entreprise, quoi. Voilà, À merci. 100%. Merci beaucoup. Lumina, tu voulais rajouter Hmm. quelque chose?
Ouais, je voulais répondre un peu à Olivier par rapport à bonjour tout le monde, si vous m'entendez bien, là c'est OK. Ouais. Par rapport au cours du token, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, Olivier, c'est qu'il n'y a pas de liquidité disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde garde ses tokens. Là, à mon avis, tous les gens qui sont dans la salle et qui sont déjà dans ce projet, et la majorité surtout d'entre nous, ben en fait, aucun d'entre nous n'avons mis de token sur un wallet d'échange externe. D'accord? On les a tous gardés. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vas avoir peut-être des gens qui parlent crypto et qui te disent, mais il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'échange. En fait, c'est quoi cette crypto? Bah, c'est pas une crypto, en fait. Et là, tu comprends que toute la communauté a décidé de garder les tokens. Et ça, en fait, c'est un très, très bon signe. Ça veut dire la confiance que tout le monde a dans le projet et surtout la compréhension que tout le monde a du projet de ne pas libérer ces tokens. Donc, il faut savoir qu'il y a très, très peu de comptes, en fait, qui les mettent en vente pour des raisons personnelles. Et voilà, quoi. Donc, ça, c'est en complémentarité, si tu veux, à la réponse de Thomas. Et je pense que c'est important quand même d'avoir cet aspect-là aussi. Mhm. Ouais, pour compléter, c'est vraiment pas un projet crypto. Parce que sur un projet crypto, il y a plein de personnes qui achètent et qui vendent tous les jours. Ici, il y a ponctuellement des entreprises qui achètent leur neutralité plastique chaque mois. Et il y a ponctuellement des personnes qui vendent parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, il y a très peu d'échanges, en fait. Et c'est normal, c'est connecté au business model. Donc, c'est vraiment pas un projet crypto qui peut être comparé à quelque chose d'autre. D'ailleurs, le but, c'est que ce token ne soit pas échangé sur les échanges crypto, mais devienne échangé sur le marché des matières premières, comme l'est le crédit carbone, donc sur des marchés plus boursiers. Prochaine question, les amis, parce qu'on ne va pas rester ici pendant 3 heures. Je vous propose 25 minutes de plus ensemble, maximum. Qui a une question sur le projet, sur la compréhension ou sur le marché? Sinon, je reprends Olivier. Il n'y a pas trop de questions, c'est top. Ça veut dire que c'était très clair. Olivier, je t'écoute. Oui, bah justement, puisqu'on parlait des tokens, vous avez dit qu'il y en avait 13 millions en circulation, mais du coup, j'arrive pas à bien comprendre comment ça va se passer après, puisque ne serait-ce que pour les hôpitaux, là, ils vont en acheter, je sais pas, 30 à 50 000 millions par an, un truc comme ça, c'est Ouais, ça, hein. ça va. Et du coup, est-ce que, en fait, ça va être miné en fonction, enfin, ça va être créé en fonction de la demande, où il y a déjà je dis n'importe quoi, une bourse ou une supply dans l'entreprise qui en a, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1 milliard, et une fois que ces 1 milliard sont donnés, enfin, voilà, comment Ouais. ça s'organise, comment s'organiser, quoi. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est la première version du token. Donc ils en ont minté 10 milliards et ils les mettent en circulation que lorsque le plastique a été effectivement recyclé. Donc sur les 10 milliards, il y en a peut-être 600 millions aujourd'hui qui ont été libérés en circulation. Et comme Luminal disait, tu vois, il n'y en a que 13 millions en vente, alors qu'en tout, il y en a 600 millions qui ont été mis en circulation. Donc c'est plutôt ça les chiffres avec lesquels il faut comprendre. Il y en a aujourd'hui 600 millions détenus par la communauté qui sait qu'il faut attendre. Et puis, un client va en prendre 30, 50 millions par an. Un autre client va en prendre 20, 30 millions par an. Et c'est comme ça, en fait, que va s'établir l'équilibre entre l'offre et la demande. Nous, on est censé les vendre à un moment, hein. Le business model, il est créé comme ça. Vous avez vu, on est au milieu de la naissance des tokens. Il n'y a que nous qui puissions les mettre en vente. Donc, en fait, l'entreprise attend de nous qu'on les mette en vente. Sinon, il n'y en a plus pour que les entreprises deviennent neutres en plastique. Et nous, on va les mettre en vente, de toute façon. Si ça multiplie par 2, il y en a qui auront besoin d'argent. OK, on va vendre un peu de tokens. Quand ça multiplie par 5, il y en a plus qui vont vendre. Ça va s'équilibrer, en fait, naturellement. Parce que plus le prix monte, plus les gens ont envie de vendre. Ensuite, ça rebaisse et davantage d'entreprises les achètent. Voilà, voilà, en gros. Ok. Ouais, Donc, j'avais aussi une autre question vas-y, continue. Après, on ouais, va par continuer. rapport à, j'ai envie de dire, le futur. Comment, comment va s'organiser l'entreprise? Parce que, donc là, en fait, si j'ai bien compris, on part sur du MLM. Ça a ses avantages et ses limites,
et notamment en fait après pour toucher en fait le grand public, pour que en fait ce soit, on va dire, bien représenté en fait dans le monde. Est-ce qu'il y a prévu des publicités institutionnelles ou même carrément grand public pour faire connaître l'entreprise, le projet, etc. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas que c'est prévu aujourd'hui parce que l'entreprise déjà grandit aussi vite qu'elle le peut. Maintenant, ça ne saurait tarder qu'on en parle dans les médias, vu qu'aujourd'hui, il y a déjà des clients, des publics, tu vois, comme l'aéroport du Laos, hein, très bientôt va annoncer publiquement, bon, bah, c'est bon, communiqué de presse, on va devenir neutre en plastique avec Corsair. BDMS l'a déjà fait. Donc, en fait, on a un rayonnement public par l'intermédiaire de nos clients. Est-ce que il est envisageable qu'une entreprise de MLM fasse de la pub publique? Probablement pas maintenant. Parce que les autres boîtes de MLM qui sont énormes et bien réputées, comme Enagik, Herbalife, etc., elles font très peu de marketing de ce type-là, vu que le but, que ce soit des gens qui fassent le marketing, répond à la demande de l'entreprise. Donc en fait, ça n'a pas besoin ici. Maintenant, est-ce que ça arrivera? Probablement. Probablement. Il faut comprendre, ce n'est pas une entreprise de MLM, c'est une entreprise industrielle qui a rajouté une branche MLM pour Oui, bien répondre sûr. aux besoins de Ce que je voulais rayonnement dire. de ce C'est crédit ce que je plastique. voulais dire. Ouais, c'est ça. Donc probablement pas parce que moi je dirais que les entreprises de MLM, elles ont pour habitude de ne pas aller sur la place publique vu qu'elles n'ont pas besoin. Vu que c'est déjà le réseau qui le fait. Moi je fais des présentations comme ça, publiques, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des posts. Ça rayonne déjà, je pense, suffisamment. Qu'est-ce que tu en penses, Lumina? Tu veux compléter là-dessus? Excuse-moi, vous étiez sur le sujet de... Attends, je vais mettre mon casque une seconde. Ah, tu t'entendais pas, je te répète la question. Excuse-moi. Je vous entendais mal, vous étiez sur Ouais, le parce qu'il sujet. il demandait, Olivier demandait est-ce qu'il est prévu des communications publiques au grand public en fait sur ce projet. Et je disais probablement pas, vu que par le marketing de réseau, on n'a pas besoin de passer par des pubs publiques classiques. En fait, Corsair communique au grand public. Enfin, Corsair, je veux dire, à ses réseaux et tout doucement va devenir de plus en plus connu. Puis à chaque fois qu'il y a un announcement, tu vois, quand il y a eu l'annonce, par exemple, du partenariat avec Count, tu as tout le milieu aussi du pétrole qui est au courant de cette annonce par rapport à Count, par exemple. Donc, dans ce sens-là, il y a une annonce sur la place, enfin, sur le grand public. Après, pour le côté Amplivo, euh, l'opportunité du réseau, ben, elle reste dans un système de bouche à oreille et de MLM. Et pour Corsair, surtout, enfin, moi j'aurais ça à rajouter, mais peut-être que je vais me tromper, mais je pense pas. Si tu veux, c'est assez compliqué souvent pour les gens de comprendre qu'on a un business model d'une entreprise qui est autonome, qui fonctionne très bien, d'accord? C'est-à-dire que c'est générateur de revenus sans aucun problème, leur business model est super gagnant. Et en parallèle, on a un marketing de réseau. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a vraiment un but humain de la part des dirigeants derrière. Et ça, pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est juste inconcevable aussi, en fait. Les dirigeants, ils ont décidé de garder un marketing de réseau et de créer un marketing de réseau parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir enrichir tous ceux qui ont collaboré depuis le début. Donc, avoir une communication plus publique autour de la collaboration entre les deux, je ne sais pas du tout ce qu'on entend et ce qu'on attend par là, si tu veux. Je ne sais pas si ça répond un peu mieux, mais en tout cas, c'est un autre point d'accès à ce que je disais, quoi. Enfin, à ce que disais toi. Tu vois Non, pas c'est quoi? pas ça que je voulais dire, mais C'était quoi? non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais D'accord. Vas-y, pose ta question, s'il te plaît, parce que j'ai pas compris. non, je disais que moi, je voulais savoir si dans le business model ou dans le business plan, il sera prévu dans le futur une communication soit au niveau des institutions, soit au niveau grand public pour faire connaître la démarche et peut pouvoir donc expliquer un petit peu je dirais le projet autre que le MLM au départ. J'ai bien Mais c'est compris que c'était bien la méthode qui était privilégiée pour faire connaître le projet. Mais à un moment donné, ça a son plafond de verre. Et si on veut non, passer à un autre step, il faut à un moment donné faire de la communication. Donc, Olivier. c'était pour savoir si c'était prévu ou pas. Voilà. En fait, c'est déjà fait, Olivier, puisqu'on a déjà, on est déjà en collaboration avec le gouvernement de la Finlande.
On a déjà une letter of intent avec la Hollande. On travaille déjà avec l'Italie. L'entreprise a déjà été invitée à l'Union européenne, à la Cour de l'Union européenne en Italie. En fait, on est déjà présent sur la place publique. Ce qu'il faut juste réaliser, c'est que dans le milieu de la plasturgie, il y a encore énormément de gens qui croient, et autour du plastique, il y a encore énormément de gens qui ne croient et parce qu'ils connaissent pas en fait, au recyclage mécanique qui a été mis en avant jusqu'à présent, d'accord? Et moi, je me retrouve encore à discuter avec des gens, et je te parle au niveau du gouvernement, hein, au niveau d'institutions de différents pays, hein, qui me disent: «Ah ouais, mais la pyrolyse, c'est hyper énergivore et tout ça», et en fait, les gens n'ont aucune connaissance des principes de recyclage chimique. Ça reste très nouveau, en tout cas en France, laisse tomber. C'est très, très peu exploité. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même une vraie chape et un vrai monopole qui a été mis sur tout ce qui a été recyclage mécanique ou valorisation énergétique, s'il vous plaît. On va brûler, puis au moins on obtient de l'énergie, n'est-ce pas? Donc, et ça, il y a un gros travail d'éducation à faire, mais il faut voir que Corsair est déjà sur la place publique, quoi. Je veux dire, Corsair deal déjà avec des gouvernements. On est déjà à ces échelles-là. Maintenant, il y a plein de bonnes actions qui sont mises en place, on les voit jamais à la télé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va surtout pas nous en parler parce que c'est pas l'intérêt général des grands comptes aujourd'hui, quoi. Donc, j'espère que là, ça répond mieux à ta question. Tout à fait. Ça marche. On va prendre Gilles qui a levé la main. Merci toi. Bonjour à tous. Là, je veux juste intervenir par rapport à tout ça, par rapport au côté macroéconomique. Il faut considérer qu'en fait, comme me disait Lumina, Corsair est d'abord une entreprise de production. La base, c'est ça. C'est son métier, c'est produire du biopétrole avancé. Et dans ce cadre-là, euh, Corsair a une grosse avance institutionnelle parce que elle est en contact avec beaucoup de gouvernements, parce qu'en plus, là, pour l'instant, Corsair a l'aval du gouvernement laotien, hollandais, finlandais et bien sûr thaïlandais. Mais Lumina est en train de travailler beaucoup en Afrique pour Corsair. Euh, donc, dans tous les cas, il y a des choses qui se font en fait dans tous les pays du monde. Il faut comprendre que d'ici 2030, Corsair devrait être présent dans 80 pays. Donc, on a vu aussi l'ouverture du Canada bientôt, le Canada, enfin, du Canada le 25 novembre. Donc, en fait, sur un plan purement euh, institutionnel, Corsair est très haut par rapport aux communications, mais dans le milieu. Par contre, pas dans le milieu du grand public, entre guillemets. Par contre, le milieu du grand public, ceux qui sont chargés de toucher au milieu du grand public, c'est nous. C'est nous qui sommes les partenaires d'Amplivo. Et là, par contre, ils ont choisi au départ de se développer par l'épargne publique pour aussi ne pas être prisonnier des banques. Parce que quand vous êtes une entreprise qui devait euh, investir, vous avez des besoins d'argent frais avant d'atteindre un palier de production suffisant. Mais par rapport à ça, au départ, ils sont basés sur l'épargne publique. Donc c'est pour ça aussi que le marketing relationnel pour eux a été source de, comment on dit, euh, de, d'indépendance. Parce que dès que tu as affaire à des banquiers ou à des business angels ou autres, tu dois donner des parts de ton entreprise. Or, avec l'épargne publique, tu ne donnes pas de part d'entreprise. Tu es complètement autonome. Et ça, c'est hyper important par rapport à Corsair. Et aujourd'hui, Corsair reste avec ce schéma-là, mais ils ont aujourd'hui une indépendance financière qui est complète. Mais au départ, c'était pour ça qu'ils faisaient du marketing relationnel. Mhm. Et en plus, au niveau de la pollution plastique, moi je connais ça depuis très très longtemps. Il faut savoir que pour aller dans le sens de Lumina, le premier colloque international sur le recyclage des déchets plastiques, c'était en juillet 2023 à Lyon. Le premier. Alors que Thomas l'a bien signalé, ça fait des décennies que ça court le problème du plastique. Le Donc premier on en est France. Le premier en en France. France. D'accord. Mais même en France, dans tous les cas, c'est énorme. Donc ça veut dire que globalement, on est très en retard partout. Partout, partout. Parce qu'il n'y a pas qu'en retard, il n'y a pas qu'en France qu'on est en retard de ce côté-là. C'est énorme. Le recyclage de 7, 8, 9% du plastique, enfin, le recyclage, c'est partout dans le monde, c'est pas qu'en France, hein. Donc c'est vital de comprendre ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne savait pas quoi foutre du plastique, hein, du plastique à usage unique, hein.
Tu veux dire quoi, Lumina, là, quand tu fais tes signes là? Je comprends pas. Pardon, excuse-moi, je suis en train de parler à quelqu'un d'autre. Pardon. Ah, d'accord, c'est là, je comprenais pas ce que tu ce que j'ai. Non, je pense que tu as bien exposé ton point. Merci, Gilles, pour avoir ajouté ça. Avec plaisir. Parmi ceux qui connaissent pas encore le projet, est-ce que, il y a une dernière question qu'on pourrait prendre? Il y a une question de Ruth qui me semble importante. Bonjour à tout le monde, c'est Véronne. Il se demande le CSR, s'il n'est pas sur un wallet, où est-il? Donc, c'était pour préciser Ouais. le logement, la localisation des wallets, pardon, du CSR. Ouais, On obtient nos CSR, où est-ce qu'il est logé? Voilà. ouais, c'est une très bonne question. Donc, C'est Ruth qui l'a aujourd'hui, posé. là, on a parlé de la place boursière publique, là où c'est mis en vente, en fait. Ça veut dire que les tokens, ils sont sur cet échange-là. On les a déposés sur cet échange, et puis après, on dit, voilà, moi, j'ai envie d'en vendre tant à tel prix. Là où on disait que les gens ont gardé leurs tokens, ils les ont gardés dans un portefeuille à eux. Par exemple, un portefeuille décentralisé qui s'appelle MetaMask, où c'est vous qui avez votre propre argent. C'est toute la dynamique autour de la décentralisation et c'est très important. Donc, mettons sur les 600 millions de tokens qui ont été distribués, il y en a une partie qui est encore en cours de distribution sur la plateforme de Corsair, CSR Now. Et puis, il y en a une grande partie qui a été récupérée par les gens pour leur mettre en sécurité dans leur portefeuille à eux. Donc, ta question, Ruth, elle était intéressante parce que tu dis s'ils ne sont pas dans un wallet crypto. Ils sont dans un wallet crypto, mais c'est le tien que tu gardes en dehors de la place publique. Comme ça, tu n'as aucun risque. Et lorsque tu voudras les vendre, tu les enverras sur la place publique. C'est le plus sécurisé qu'on puisse faire, hein. Cool. Et oui, tu avais aussi une question. Corsair, ce n'est pas la compagnie aérienne. Il y a plusieurs compagnies qui s'appellent de façon similaire. Non, ça c'est Corsair Group International. Muriel, tu as ta main levée à nouveau. Ouais, vas-y. Oui, merci. Justement, je vois que dans le chat, il y a Véronne qui a précisé une chose importante sur la première entreprise, enfin une grosse entreprise française qui vient de signer un contrat avec Corsair. Est-ce qu'on peut le verbaliser parce que moi je compte beaucoup Ouais. sur le replay pour transférer après. J'avais invité des gens qui ont pas pu être là aujourd'hui, donc je sais pas s'ils ont accès au chat. Et Ok. puis aussi, est-ce qu'il serait aussi, après comme ça j'aurais fini, de préciser voilà, au niveau, c'est pas simple d'expliquer. J'investis, disons, 100 euros et combien de plastique je contribue à enlever de la nature. Ok. C'est tout, c'est fini. Merci. Ça conclura du coup notre rencontre aujourd'hui. Donc, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a une entreprise française qui est devenue neutre en plastique, qui s'appelle Sacofan. Et ce qui est génial, c'est qu'elle fabrique du plastique elle-même. C'est-à-dire qu'on a un exemple d'une entreprise aujourd'hui française qui fait des films cellophane et qui a la conscience de devoir aussi compenser le plastique qu'elle rajoute dans l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a le logo CSR qui est en train d'être imprimé sur tous les produits du coup de cette entreprise. Donc ça, c'est absolument génial et ça ouvre évidemment la voie à ce que les autres industries qui fabriquent du plastique suivent l'exemple de cette entreprise. Et la deuxième partie, c'était, excuse-moi. C'était pour verbaliser si faire un investissement, Ah oui, disons, de 100 euros, combien je contribue à retirer de plastique de la nature. ouais, officiellement, il ne faut pas dire investissement parce que quand on dit investissement, ben, c'est pour des produits financiers. Alors qu'ici, c'est comme une bouteille de vin en fait. Tu vas l'acheter moins cher à la sortie du domaine et tu vas attendre et ensuite tu vas la revendre. Donc c'est un asset. C'est très simple. Ça dépend du prix. Par exemple, cette semaine, c'est 1 centime pour un token. Donc, ça te coûte 1 centime pour 100 grammes. Donc, ça te coûte 10 centimes pour 1 kilo. Donc, ça te coûte 1 euro pour 100 kilos, pour 10 kilos. Voilà, donc ça te coûte 1 euro pour 10 kilos cette semaine. Donc, si tu mets 100 euros, ça te fait 1000 kilos, une tonne. Mais en plus de ça, tu reçois 50% de tokens en plus cette semaine. Donc, du coup, tu en as encore plus. Donc, c'est facile de calculer, hein. Tu prends ton montant, tu divises par
le prix, 0,01 centime. Et ensuite, tu as le nombre de tokens. Et ensuite, tu rajoutes 50%. Et là, tu multiplies par 100 grammes. Comme ça, tu sauras combien ça fait. Donc ça, c'est... Hélas, on ne peut pas toujours dire toutes les semaines, c'est ça, 100 euros, ça fait tant de kilos. Parce que ça change tout le temps. Ça dépend s'ils donnent plus de tokens gratuitement. Ça dépend si le prix a monté ou baissé. Mais voilà, aujourd'hui, on parle de 1 centime pour 100 grammes. Donc, ça donne une idée très claire. OK, eh ben, on va s'arrêter là. Comme ça, je serai à temps pour mon prochain webinaire juste après sur le même sujet. Je vous fais à tous un gros bisou depuis Bali. Merci pour votre attention. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, vraiment, vous êtes les bienvenus à venir contribuer sur ce projet. Recyclons davantage de plastique ensemble parce que les montants sont conséquents. Une personne peut recycler 100 tonnes toute seule. Imaginez ce que ça fait lorsqu'on sera 5 000, lorsqu'on sera 50 000, lorsqu'on sera 1 million. Ça peut aller assez vite finalement. Et c'est grâce à notre partenaire qui cartonne et qui a vraiment le vent en poupe. Donc, bravo pour votre attention aussi long. C'était presque 1 heure et demie. Je vous demande de vous tourner vers votre parrain ou la personne qui vous a envoyé cette vidéo pour continuer la conversation et avec hâte pour vous retrouver au sein du projet. Bonne nuit. Bonne nuit pour moi. Bonne journée pour vous en France. Au revoir.